La Sportec, au départ, évidemment, comme tout le monde le sait, c'est de l'innovation technologique. Mais depuis 2 ans, ce n'est pas que ça. C'est également de l'innovation sociétale, de l'innovation environnementale. Vous allez voir, on va parler beaucoup de parité, de la place des femmes dans les métiers du sport. Et donc nous, on s'attaque à 4 champs d'action prioritaires. La pratique pour tous, qui est un sujet sur lequel on a beaucoup combattu, notamment l'année dernière au travers de la grande cause nationale. Le sport professionnel, avec la haute performance, qui est un sujet clé sur lequel l'IA, sur lequel le sport santé a énormément de choses à apporter. Il y a aussi l'expérience des fans, pour le dire en français. On dit souvent à l'envers, mais disons en français. L'expérience des fans, je crois qu'à la fédération, ils appellent ça l'innovation économique. Je trouve que c'est un terme extrêmement approprié. C'est-à-dire qu'on peut faire vivre aux fans d'une meilleure façon leur participation à des matchs, à des épreuves sportives. Je vais prendre un exemple qu'on prend souvent, d'Arthur Chazelle, un Toulousain qui est dans la salle, qui s'embêtait un peu pendant ses études d'informatique et qui a vu une vidéo virale sur YouTube et qui a décidé d'améliorer la vie des personnes malvoyantes dans les stades, en créant des tablettes sur lesquelles ils peuvent suivre de manière tactile l'évolution du ballon pour le foot, le rugby et le basketball. Et le 4e, c'est le sport amateur, qui est un peu différent de la pratique pour tous, parce que le sport amateur, ce sont des clubs. Évidemment, dans le foot, il y en a un très grand nombre. Et on sait que c'est un monde qui est principalement tenu par les bénévoles. On a des modèles, notamment outre-Atlantique, où le monde des bénévoles n'existe pas. Tous les coachs sont payés, tous les gens qui travaillent dans les clubs sont payés. La licence d'un club de foot aux États-Unis, c'est 2 500 $. En France, c'est plutôt 200-250 €. Donc ce modèle-là est très fragile, et pourtant, la Sportec a encore apporté énormément à cet univers des clubs amateurs. Je pense à Sport Easy, je pense à beaucoup de sociétés de la Sportec qui œuvrent auprès des clubs amateurs. Donc on a, avec cette brique innovation, cette capacité de réinventer le sport de demain et de participer à l'éclosion de cette fameuse nation sportive chère à Amélie Oudéa-Castéra qui est présente dans la salle et que je remercie. Alors, avant toute chose, je vais laisser la parole à ceux qui nous accueillent, parce qu'encore une fois, on est hyper fiers et hyper honorés de pouvoir être ici aujourd'hui. Et on a la grande chance d'avoir à nos côtés le président de la Fédération française de football, donc moi je suis très heureux de pouvoir l'appeler à mes côtés. J'ai eu la chance de le voir avant qu'il soit élu président. Il avait des fonctions dans le foot français, mais pas que, parce qu'il est également président du Cosmos. C'est une personne qui a œuvré, je pense, dans l'ombre pendant de nombreuses années. Je ne dis pas que c'est rare dans le monde du football de voir des gens qui sont dans l'ombre et qui ne font pas trop parler d'eux, juste en travaillant d'arrache-pied pour faire en sorte qu'un sport aussi important que le foot progresse, avance et se transforme. Voilà, donc aujourd'hui, il est à la tête de la plus grande fédération française, en nombre de pratiquants, en nombre de licenciés. Il y a toujours besoin d'innover et on est très heureux de pouvoir faire cet événement-là aujourd'hui avec vous. Monsieur Philippe Diallo, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bienvenue à la Fédération française de football, le lieu où une partie du football français se décide pour 2 400 000 licenciés, 12 000 clubs, et donc une fédération importante dans notre paysage. Et moi, je suis très heureux de vous accueillir parce que ce que vous représentez correspond au projet fédéral que nous portons et que je porte en tant que président. Le football, comme le sport en général, est une activité évidemment de loisir, de plaisir, mais pas simplement. C'est une activité qui a une dimension économique, une dimension sportive, une dimension sociétale, et une grande fédération comme la nôtre se doit d'être impliquée sur l'ensemble de ces terrains et d'être tout le temps dans la recherche de l'innovation. Parce que une des caractéristiques que nous avons, c'est que le sport, il y a de multiples entrées. Il a une force parce qu'il est à la fois au local et il est à l'international. Il a une force parce qu'il est intergénérationnel, de la jeunesse aux plus anciens. Et puis, il a un impact, évidemment, sur l'ensemble de la société. Et donc, cette force, il faut être capable de la dynamiser. C'est le rôle que la Fédération française essaie de se donner. Parce que le football, mais peut-être le sport en général, c'est un secteur dynamique. Aujourd'hui, c'est une partie importante de notre PIB. Un peu plus de 2,5% du PIB, c'est le sport.
donc ça compte. C'est près de 450 000 emplois, et surtout avec une croissance de l'emploi importante. Sur les 10 dernières années, on a fait plus 7% en moyenne, donc c'est plus que la moyenne nationale. Et pourtant, c'est un secteur qui reste encore peut-être sous-exploité. Et donc c'est un secteur qui a besoin d'innovation, qui a besoin de recherche, qui a besoin de start-up qui l'aident à trouver la voie pour demain. Et de ce point de vue-là, le sport a déjà été et déjà confronté à toutes les évolutions de la société. On voit bien dans la pratique sportive l'intégration de la technologie, la VAR, le Hawkeye, la Godline Technology qui sont venus dans le sport apporter une contribution de nouvelles technologies. Mais pensons aussi à toutes les questions, par exemple relatives à transition écologique, tous nos terrains synthétiques, quel revêtement demain pour éviter d'avoir à arroser nos terrains. Toutes ces questions-là, aujourd'hui, sont des questions qui touchent le monde du sport. Et nous, à la Fédération française de football, ce que nous souhaitons, c'est d'être à la pointe. Nous sommes, je l'ai dit, les numéros 1. Eh bien, nous souhaitons être la pointe de l'innovation. Et pour ça, il y a quelques mois, nous avons missionné une mission justement de préfiguration d'un grand centre de la recherche et de l'innovation au sein de la Fédération française de football. Caroline Rondet, qui doit être quelque part dans la salle, a mené cette étude et elle a commencé à nous rendre les premiers rapports d'étape pour la création de ce centre de recherche. Ce centre de recherche, nous voulons en faire un centre d'excellence à la Fédération, sur les thématiques que je viens d'évoquer, performance sportive, et là on peut penser à toutes les innovations en termes de nutrition, en termes de préparation mentale, en termes de préparation physique, pour faire en sorte que nos équipes demain soient les plus performantes. Mais aussi à la base. Les jeunes à la base, ils souhaitent avoir aussi les mêmes outils que les plus grands. Avoir leur propre data pour savoir combien ils ont couru le dimanche matin sur le terrain. Alors on leur donnera peut-être pas les mêmes équipements que nos pros, mais il y a là tout un champ de réflexion pour faire en sorte que nos jeunes sportifs aient à disposition aussi toutes les évolutions qui peuvent exister dans le monde des entreprises. Puis dans l'innovation économique aussi, on a, nous, ici, Fédération, un modèle économique qu'il faut questionner en permanence. Malheureusement, vous avez dû voir les résultats des droits audiovisuels, qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on attendait. Et ça veut dire qu'il y a une réflexion sur aussi quel modèle économique pour une grande fédération, pour demain, pour faire en sorte qu'à côté de nos recettes traditionnelles, nous puissions mettre d'autres briques qui nous permettent d'avoir demain un meilleur équilibre économique. Et puis il y a tout le champ sociétal, j'ai parlé de la transition écologique, j'ai parlé d'éducation, parce que le sport c'est à la fois de la santé, c'est des médias, c'est de la nutrition, c'est de la préparation physique, et donc pour faire tout ça, il faut s'appuyer à la fois sur des réseaux de start-up et d'entreprises qui travaillent, c'est pour ça que je suis ravi d'avoir ici dans cette salle beaucoup de gens qui réfléchissent dans leur business à ces questions-là, et la Fédération française de football est prête à étudier toutes les collaborations possibles avec ceux qui innovent. Et puis aussi, on va se tourner, dans ce centre de recherche, vers tout le monde universitaire. On a la chance en France d'avoir des gens qui ont une grande réflexion théorique. Je pense à tout le plateau de Saclay, université, qui sont des gens qui travaillent sur des objets qui paraissent initialement très éloignés de ce que nous faisons, et qui en fait peuvent avoir des applications très directes dans notre univers. Et donc, ce centre de recherche, j'espère qu'il pourra voir le jour dès l'automne prochain, eh bien, il va réunir toutes ces compétences, à la fois du monde universitaire, du monde de l'entreprise, de nos propres forces, pour faire en sorte que nous ayons ici un centre de data très significatif, parce que c'est évidemment un des axes de développement très importants. Que nous soyons aussi moteurs sur toute l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y aura pas demain de sport ou de football sans, comme dans le monde des entreprises, sans avoir recours à l'intelligence artificielle. Il faut s'y préparer. Et puis dans tous les domaines que je viens d'évoquer. C'est pour ça que, en vous accueillant ici, vous êtes dans une fédération sportive, mais vous voyez pas que.
une fédération sportive qui est tournée vers l'ensemble de son écosystème. Et je suis ravi d'avoir ici des gens avec lesquels la fédération puisse tisser demain des liens pour qu'on soit meilleur. Parce que le mot maître ici, c'est celui de l'excellence. Excellence dans tous les domaines. Et pour ça, il faut que nous ayons cette volonté toujours d'aller vers l'innovation. Donc merci d'avoir choisi la Fédération française de football pour tenir vos assemblées, vos débats, et je vous souhaite évidemment le meilleur à tous. Et puis sachez que la Fédération française de football sera non seulement à votre écoute, mais sera à vos côtés aussi pour faire en sorte que toute la Sportec puisse connaître la croissance et le développement en parallèle et nous apporter à nous-mêmes la croissance que nous cherchons pour demain. Merci à vous. Merci à Philippe Diallo. Donc on vient de comprendre qu'on était en passe de signer un partenariat entre la Sportec et la Fédération française de football. On est très 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 heureux. Plus sérieusement, mais quoique, c'est vrai. Mais plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a vraiment de la place pour avoir un laboratoire qui permet d'expérimenter un très grand nombre de choses. Et on a dans cette salle des dizaines d'entrepreneurs qui ont cette capacité de créer le sport de demain sur tous les champs d'activité que vous avez décrits. Alors, on est très chanceux aujourd'hui parce qu'après le président de la Fédération française de football, on accueille une personnalité qui a marqué le sport ces dernières années en France. Je suis un peu ému de l'accueillir parce qu'en fait, je pense qu'on ne serait pas là sans elle, et je pèse mes mots. Notre rencontre initiale s'est déroulée à Vivatech il y a pratiquement 2 ans, jour pour jour. Ce jour-là, c'était une poignée de main assez longue, assez intense, parce qu'on a compris que ce jour, la Sportec pourrait prendre une nouvelle tournure avec son soutien. Moins de 6 mois plus tard, on a organisé un atelier d'impulsion politique de coordination stratégique qui nous a permis d'être soutenus par le ministère des Sports de manière financière pour un collectif qui était assez petit finalement à l'époque. Je rappelle qu'en 2023, nous étions 40 membres, donc on est 200 aujourd'hui, donc on a fait x5 en nombre de membres. Le budget a fait quasiment x10 en 2 ans, grâce à l'augmentation du nombre de membres et de partenariats privés, et aussi de la subvention du ministère. Donc on ne serait pas là aujourd'hui sans elle, je tiens à le dire. Donc je vous demande d'accueillir avec beaucoup de chaleur, de nombreux applaudissements, la présidente du CNOSF, Amélie Oudéa Castéra. Alors Amélie, on a une petite surprise pour toi, parce que je sais que tu aimes bien lutter contre la sédentarité, et nous on aime bien mettre des actions derrière nos propos. Donc je vais appeler à mes côtés Claire Goyon, la responsable de la Sportec, qui va mettre en scène quelque chose de très important qui s'appelle la pause active. Chez nous, on l'appelle le jingle move. C'est très simple. Vous regardez Claire, vous vous levez et on va la suivre. Ça vous permettra de mourir plus tard parce que la chaise tue, comme le dit le professeur Carré, éminent cardiologue. Et grâce à Claire et au jingle move, toute la soirée, vous allez pouvoir bouger et donc être en meilleure santé. Tu veux dire un truc? Voilà. Donc on lance le jingle et on suit Claire. On le fait sans. Allez, on le fait sans. On le fait un vrai coup avec la musique beaucoup plus fort. 1, 2, 3, c'est parti. La musique. Si j'avais su, je serais montée un peu plus tard sur scène. Merci pour ces mots super chaleureux, super gentils d'accueil. Dans à peu près 3-4 minutes, je vais partir. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Parce que ça me fait vraiment, sincèrement plaisir d'être avec vous ce soir. Et j'ai quelques petits mots, presque des petits mots d'amour à vous dire. Le premier de ces mots, c'est que vous connaissez un petit peu mon parcours. J'ai été pendant près de 10 ans en charge de la transformation numérique
dans des grandes boîtes du CAC 40, d'abord chez AXA, puis chez Carrefour. Et ce que je garde de ces années, c'est un amour et une foi dans la technologie. Je pense que la technologie fait partie des quelques éléments qui peuvent transformer le monde de manière positive. Et si la tech peut transformer le monde, elle peut transformer le sport. Et c'est ce qu'on attend de vous, c'est ce qu'on espère de vous, et c'est ce qu'on a envie de vous aider à faire, et qu'ensemble, on arrive à construire. Alors, plein de cas pratiques ont déjà été cités, l'impact de la technologie, l'impact maintenant de l'intelligence artificielle pour nous aider sur des enjeux comme la haute performance, pour nous aider pour le développement de la pratique, pour nous aider sur l'amélioration de la fan expérience, donc l'amélioration des modèles économiques du sport, donc l'amélioration de la capacité à y investir, à le développer. Ce qu'on peut faire en matière de e-sport, pas seulement autour des jeux vidéo, mais avec une vraie volonté d'hybridation de la pratique pour lutter contre l'isolement des jeunes et faire en sorte que cette pratique des jeux vidéo, ils puissent la partager en club et en mariant ça avec de la vraie pratique physique. Des exemples de ce type, il y en a beaucoup. Les solutions que vous avez mises au point illustrent le pouvoir de réinvention du sport et de montée en puissance de l'activité physique et sportive dont on a tant besoin dans notre société que vous accompagnez. Moi, Jacques l'a dit, depuis le début de mon action, j'ai vraiment eu à cœur de soutenir le développement de la Sportec, et pas seulement avec des moyens, parce que les moyens c'est bien, mais je pense qu'il faut des relais, il faut des partenaires, d'où la mobilisation de la Banque publique d'investissement à vos côtés, de Business France, qu'on a aussi essayé d'aligner le mieux possible avec vos propres objectifs, de vous accompagner sur des développements à l'international et de travailler aussi sur l'environnement parfois réglementaire qui pouvait à l'excès vous contraindre ou nous permettre, et je regarde William qui est là, avec des équipes y compris à l'Élysée qui ont été très en amont de ces efforts-là, pour accompagner certaines de nos plus belles pépites, certaines de nos licornes, pour trouver un cadre normatif et juridique leur permettant d'accélérer leur développement. Tout ça, on va continuer à le faire, bien sûr. Et pour moi, l'enjeu, c'est avec ma nouvelle casquette, avec cette casquette de présidente du CNOSF, la réflexion que j'ai eu à cœur de mener, c'est comment je peux le mieux vous aider, comment on peut le mieux, nous, ce monde fédéral, arriver à accompagner vos développements. Et ce qu'on s'est dit, c'est finalement peut-être 4 ou 5 points assez faciles à résumer. Le premier, c'est qu'il faut continuer à réduire la distance qui a été parfois un fossé entre le monde de nos fédérations, le monde de nos startups, de manière à ce que les uns connaissent mieux les autres. Et pour ça, on s'est dit avec Jacques, avec les équipes de la Sportec, que je veux à nouveau saluer, remercier, et Sébastien Bécard qui va aussi continuer cette œuvre-là, cette idée de référencer nos acteurs de la Sportec, de labelliser, de répertorier leurs solutions pour guider les fédérations dans le lien avec vous. Qu'elles sachent sur quel type d'usage vous pouvez les accompagner, vous pouvez leur apporter des solutions que souvent elles recherchent, mais sans savoir qu'il y a quelqu'un qui a la clé. Et ce travail de matching, il est ultra important. Le CNOSF ne parle pas d'une feuille blanche, il y a déjà des rencontres, il y a déjà une habitude qui s'est nouée, des petits déjeuners, des cafés, des points d'interaction. Mais il faut qu'on arrive à organiser, à formaliser tout ça pour que la maison soit un peu mieux rangée et qu'un acteur fédéral qui cherche tel ou tel type d'accompagnement sache vers qui se tourner, qui il peut faire bosser, à qui il peut proposer des marchés. Le deuxième élément qui est pour moi très important, c'est qu'on est dans un moment difficile sur le plan budgétaire, on doit défendre avec les crocs nos intérêts, mais on doit en même temps, tous ensemble, penser le sport de demain. Moi, je suis très fière qu'il y ait cette dimension presque syndicale, de porter, de défendre les intérêts du mouvement sportif. Et ça ne doit pas être que défensif, ça doit être aussi tourner vers demain, tourner vers des solutions. Et on ne peut pas tout attendre de la puissance publique.
Il faut aller travailler sur notre attractivité pour aller chercher des partenaires, des sponsors, des mécènes, des fonds d'investissement qui auront envie d'accompagner notre développement. Et ils savent maintenant, parce qu'ils l'ont vu l'été dernier, ils l'ont vu encore depuis, à quel point on mérite, à quel point le sport mérite d'être mis plus au cœur de la société. Et pour faire ça, pour qu'on ait cette attractivité, il faut que nous-mêmes on soit meilleurs pour penser le monde de demain. Et je me réjouis que, je veux dire, quand on entend aujourd'hui la voix du football telle qu'elle est portée par Philippe, et je veux aussi saluer la présence de Jean-François, qui nous accueille ce soir l'un et l'autre, mais le discours, ça me fait tellement de bien d'entendre le discours porté par le football, ce troisième lieu d'éducation en France après la famille et l'école, porter ce message de modernité, de responsabilité sociétale, d'éthique. Quel progrès on a fait en quelques années. Merci Philippe de porter ça. Et ça, pour moi, c'est cette attractivité qu'on veut redonner à l'ensemble du monde sportif fédéral, qui doit réfléchir à où il va. Et pour ça, j'ai souhaité qu'on crée un conseil de la prospective, qui ne va pas travailler en mode repli sur soi, à se regarder un peu les sandales, non, qui va travailler avec vous, avec des influenceurs, avec des chefs d'entreprise, avec des chercheurs pluridisciplinaires, avec des universitaires, avec des personnes qui, à l'étranger, ont réussi à craquer certains des modèles pour ouvrir le sport fédéré, ouvrir nos fédérations à cette réflexion-là et nous permettre de mieux penser le sport de demain. Et c'est dans notre équipe du bureau exécutif, Dominique Carlac, vous savez ce qu'a été son rôle au cœur du MEDEF, qui portera cette verticale sur l'innovation, la prospective et le numérique. Et on va faire en sorte aussi de mettre sur pied un fonds de soutien à l'innovation des fédérations qui, dans une logique d'amorçage, va permettre de soutenir un peu certains des crédits qu'ils mettront avec vous pour innover sur les propositions pour leurs pratiquants, pour leurs athlètes, pour leurs fans, ou pour mieux capitaliser sur leurs données, sur leurs actifs et avancer dans la modernisation de leur modèle économique. Donc ça, cet agenda-là sur l'innovation, il est fondamental, il est mis au cœur de notre feuille de route avec une vice-présidente qui va être en charge de ça et porter une feuille de route. Le deuxième élément que je voulais mentionner dans cette petite intro avec vous ce soir, en écho aux thématiques que vous allez aborder ce soir, c'est le sujet de la féminisation de l'emploi sportif. Et là, je vais rembobiner d'il y a un peu 3-4 mois, quand moi j'étais un peu en pleine réflexion sur ce que j'avais envie de faire de ma vie professionnelle après cet épisode ministériel et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et j'ai été, je dois dire, profondément touchée, peut-être au plein cœur du mois de décembre ou du mois de janvier, d'être contactée par Manita Camille Amar, qui un matin m'écrit, copie à Jacques Daribo, en me disant, voilà, on fait un livre blanc, un guide, on ne sait pas encore exactement comment on va l'appeler, mais on est complètement lancé sur cette démarche pour accompagner, accélérer, booster la féminisation de l'emploi sportif. On est en train de collecter des témoignages, des bonnes pratiques, des pistes de solutions. On veut accélérer et on serait super content que tu nous fasses le petit édito. Alors moi, j'étais un peu partie sur d'autres thématiques dans ma tête, mais je me suis livrée à l'exercice. J'ai regardé les chiffres et là, j'ai été sous le contrôle de Marie-Françoise qui est là avec moi ce soir et qui est notre élue, là aussi, au cœur du bureau exécutif en charge de la féminisation, du bénévolat et de l'emploi, atterrée par les chiffres. Sur 70 DTN, 11 seulement sont des femmes. Des femmes aussi. On est sur moins de 33% de nos forces d'encadrement du sport qui sont des forces féminines. Et on sait combien on manque de femmes présidentes de fédérations. On a aujourd'hui présidente du CPSF de l'agence, une ministre et une présidente du CNOSF qui sont des femmes. C'est un bon petit noyau, mais on sait qu'on a besoin évidemment d'accélérer. Marie-Françoise a créé, vous l'avez tous en tête, cette démarche des
femmes dirigeantes, du club des femmes dirigeantes, qui a d'ailleurs été aidé dans sa mise au point par plusieurs d'entre vous qui êtes là dans cette salle ce soir, qui a déjà permis de former beaucoup de femmes dirigeantes pour être au rendez-vous de la parité dans les instances nationales. C'était l'objectif qu'on avait sur 2024, c'est un objectif qui est atteint dans l'ensemble de nos fédérations. C'est un progrès immense, mais il faut maintenant réussir la marche de cette parité à l'échelon des instances régionales, donc aller chercher cette capacité d'inspiration, d'encouragement de femmes pour qu'elles s'investissent dans les instances du sport français. Et en parallèle de ce travail sur les élus, on doit mener le travail sur les forces d'encadrement. Et donc moi j'étais hyper contente qu'il y ait cette démarche qui va être restituée tout à l'heure du guide. Et je voulais vous dire que là aussi, on va vous accompagner, on va porter ensemble cette volonté de féminiser l'emploi sportif. Et on va le faire en s'inspirant d'une initiative, ça va vous parler, qui a été prise pour la tech. Vous avez suivi ce programme qui a été impulsé il y a quelques mois par Elisabeth Borne et qui s'appelle Tech pour toutes, consistant à mieux faire connaître les métiers de la tech dans les universités, dans les facs, dans les grandes écoles, à accompagner 10 000 parcours individualisés et à donner cette certitude aux femmes, comme Camille, qu'elles peuvent réussir à la tête de start-up, qu'elles peuvent réussir dans le monde de la tech, de la technologie, du numérique, de l'IA. Et on a des rôles modèles extraordinaires. Kissimo, Antin, d'autres auxquels je pense. Et par rapport à cette ambition-là, nous, on va transposer Tech pour toutes au monde du sport. On va appeler ça sans originalité, sport pour toutes. Et on va aller chercher des mécènes. On a déjà identifié une personne qui est prête à nous accompagner pour soutenir ce travail-là. Et moi, ce qui me réjouit dans ce guide qui va vous être présenté tout à l'heure, c'est qu'il y a déjà plein d'acteurs qui ont des solutions et qui ont marqué des progrès en ce sens. Donc on va continuer, on va aller chercher ça et donner de l'élan, donner de l'épaisseur à cette dynamique-là. La tech peut changer le monde, la tech peut changer le sport, les femmes peuvent changer le sport, et vous qui êtes là, qui catalysez cette capacité d'innovation, innovation par la technologie, mais aussi innovation sociale. Hier matin, on a eu la première des fédérations sportives, la Fédération française de tennis de table, qui a voté une évolution de ses statuts pour s'affirmer comme fédération à mission. Et cette dimension d'innovation, elle est donc holistique. Elle est aussi dans les missions qu'on se donne et dans la volonté qu'on a, oui, Jacques, de la créer, cette nation sportive. Et de réussir ce shift d'une nation de grands sportifs qu'on est maintenant sûr d'être, même s'il faut l'entretenir, à une grande nation sportive dans laquelle on va mettre le sport beaucoup plus au cœur de la société, beaucoup plus au cœur de la vie de notre jeunesse, et en capitalisant sur tous ces temps citoyens, sur tous ces temps de débat public. Vous avez suivi que le CESE impulsait une convention citoyenne sur les rythmes de l'enfant. Là aussi, on aura envie de porter la voix du mouvement sportif parce qu'on l'a dit. Ce qu'on veut créer, c'est un CNOSF qui soit plus fort, qui soit plus utile et qui soit plus moderne. Et c'est autour de ce triptyque que je vous laisse. Je vous abandonne. Je vais rejoindre la délégation qui part prochainement à Chengdu pour les Jeux mondiaux. Je n'irai pas avec eux en Chine, pas lire ce qu'on lit d'idiot dans les journaux, mais en tout cas, j'ai à cœur d'aller les encourager parce que c'est encore demain nos athlètes qui nous donneront la meilleure des inspirations. Merci encore pour ce moment de partage. Passez tous une belle soirée et vous me trouverez toujours au soutien de vos innovations, au soutien de la Sportec. Merci à tous. On va partager une petite photo parce qu'ils ne s'attendaient pas. On va demander à Philippe Diallo, Jean-François Vilotte de nous rejoindre sur scène. Sébastien Descartes, que je vous demande d'accueillir, nouveau président de la Sportec depuis 35 minutes, élu à l'unanimité dans un vote démocratique par ses pairs. Voilà. Et on va appeler William de nous rejoindre également. Non, il ne veut pas. Voilà, merci beaucoup. Du coup, on n'a pas encore passé le déroulé de la journée. Merci beaucoup Amélie, merci beaucoup Philippe et Jean-François pour cet accueil. On a évidemment vu le démarrage avec la partie CNO. Je ne sais pas pourquoi il n'y a que des 1, mais vous voyez que des 1 aussi.
Non, c'est original, c'est original. C'est les petits problèmes techniques, ça peut arriver. Alors, on va commencer par les résultats de l'étude de loi, c'est pour ça qu'on est là. Juste après, on va écouter Sorar, qui est venu nous faire le plaisir de nous donner un point sur la situation de notre première licorne de la Sportec. On aura 2 sessions de pitch, c'est des moments très courts, 1 minute de 5 startups du collectif qui vont venir pitcher devant vous. On aura une table ronde très intéressante avec la reprise du Dijon Football Club avec un champion de la Sportec, Louis Ivan pour ne pas le nommer. On vous fera la révélation du guide sur les femmes dans les métiers du sport avec Camille Amar et Christophe Carniel qui viendront vous présenter les premières ébauches de résultats. Et puis on passera sur la partie champion du recrutement. On accueillera là aussi un de nos champions absolus de la Sportec, Skill Corner, qui sera avec un expert du monde professionnel de l'ES Monaco. Et on terminera avec une collaboration réussie entre Fédé Équipement et Sportec, en l'occurrence Rematch, Nike et la Fédération Française de Football. Voilà, donc c'est tout. C'est tout pour le sommaire. Et je laisse la parole, sans plus attendre, à nos collègues et amis de Deloitte qui nous font le plaisir de nous soutenir depuis 2 ans, Stéphane et Gilles, et Sébastien Descartes, ancien de Deloitte, on peut le dire, et nouveau président de la Sportec. Merci beaucoup, Jacques. Effectivement, ancien de Deloitte, j'ai passé pas mal d'années là-bas. Et donc, je suis tout particulièrement heureux que vous, Deloitte, soyez partenaire, que vous ayez accompagné la Sportec pour la 2e année d'ailleurs. Vous avez fait un travail remarquable. Vous avez beaucoup étudié les startups et beaucoup ont répondu. Donc, on va vous laisser. Gilles, peut-être avant de te plonger dans les chiffres, peut-être un petit mot sur Deloitte. Oui, un petit mot sur Deloitte, peut-être qu'on peut passer au slide suivant. On a un cabinet de conseil, notamment avec une forte industrie sport qu'on a développé ces derniers temps. On a des partenariats avec CIO, des partenaires du CIO, donc du Comité international olympique, depuis 2022 jusqu'à 2032. On a eu la chance d'avoir les Jeux olympiques à Paris comme premier, je dirais, banc d'essai sur le partenariat. Et des jeux qui étaient pour le coup extrêmement réussis, et sur lesquels on a vraiment pu nous aussi en tout cas démontrer et participer au développement du mouvement sportif. On a travaillé aussi sur World Athletics, donc la Fédération internationale d'athlétisme. On est sur des sujets de transformation digitale, des sujets d'analytics, de data et d'IA, pour donner en fait, pour les accompagner sur leur transformation, connecter bien avec leurs fans, et puis aussi faire des événements, on va dire, plus durables. Donc on a travaillé sur cette thématique-là, et n'hésitez pas, on est vraiment au cœur de l'écosystème sportif. Dans les partenariats qu'on fait avec la Sportec, notre ambition c'est vraiment d'aider le mouvement, de pouvoir vous aider sur tous différents sujets, que ce soit des sujets technologiques, des sujets d'IA, des sujets de durabilité, etc. Donc on est vraiment à votre disposition pour ces thématiques-là. On attaque les chiffres, les grands. Exactement, pour les chiffres. C'est moi qui fais la partie la moins drôle. Donc effectivement, on a fait un panorama, un peu comme on l'avait fait l'année dernière, sur la Sportec au niveau mondial, que ce soit en termes de levée de fonds ou en termes de M&A. Et ce qu'on voyait déjà l'année dernière se confirme. On a un écosystème qui se stabilise peu ou prou à 2-3 milliards de levée de fonds par an. Il y a eu une période 21-22 qui était un peu exceptionnelle avec des très 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 gros montants qui ont été levés. Une rationalisation l'année dernière, et là on reprend tendanciellement une phase de croissance des levées. Mais ce qui est très intéressant également, c'est qu'on a, comme on le voyait poindre l'année dernière, le début de la consolidation par des opérations de M&A. Et ça, c'est un signe que le marché arrive à une certaine maturité et que les entreprises, pour passer au step d'après, sont mieux positionnées dans une combinaison de talents que de poursuivre des aventures uniquement financières. Et donc c'est effectivement très intéressant avec aujourd'hui, comme sur la tech, sur la Sportec comme sur le reste de la tech, un marché qui est d'abord US, mais où on voit que l'Europe est au même niveau que l'Asie, ce qui est probablement un peu différent de ce qu'on voit sur les autres segments de la tech, et où votre innovation effectivement résonne de façon un peu différente. On passe à la France, du coup.
exactement. Si on fait un spot plus spécifique sur la France, on voit qu'on a à peu près les mêmes tendances, les mêmes évolutions. Alors vous ne le voyez pas, mais vous le verrez dans le rapport, où on avait une année 2021 qui était probablement un petit peu exceptionnelle, puisqu'on avait notamment la levée massive de Sorare, et donc on a eu un effet visuel de décrue, mais on est reparti dans une tendance qui est assez forte et très positive, avec aujourd'hui quand même près de 80 millions d'euros levés l'année dernière, mais plus intéressant encore, on a une trentaine de startups qui ont levé, soit 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Et en plus avec un ticket unitaire qui est à 2,5 millions de moyenne, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Ça montre ce point d'inflexion qu'on a connu en 2022 et qui se traduit réellement par la cristallisation d'un écosystème qui se renforce, probablement aidé en partie par les jeux, mais aussi par le sous-jacent que sont les sociétés, les boîtes de la Sportec, qui commencent à trouver leur business model, qui accélèrent leur développement, et on commence à voir des opérations comme Kinvent avec la levée Euraseo, qui est déjà du gros et plus simplement du venture, ou Bisport, qui fait également 15 millions d'augmentation de capital. Donc on commence à avoir des opérations très significatives, et avec des acteurs qui sont plus simplement venture, mais qui sont même du dev. Et ça, c'est vraiment la marque d'un passage de cap. Et on va le voir dans le slide d'après. Là, on parle des opérations de M&A. Et ça, effectivement, quand on arrive aux opérations de M&A, c'est... alors évidemment, moi je suis associé à M&A au départ, donc je dirais que c'est le Graal. Mais c'est vraiment le moment de la maturité, et surtout le moment généralement de l'internationalisation, de ce qu'on appelle sur d'autres segments l'industrialisation. On a un bon exemple ici, effectivement, avec le rapprochement entre Gym et Gymlib. Gymlib qui était déjà sur une très belle tendance sur le marché français et européen, qui, en choisissant de se rapprocher de l'acteur allemand Gym, constitue un acteur européen de référence capable d'adresser le marché mondial. Aujourd'hui, le groupe est une licorne, a fait une super belle opération l'année dernière, et clairement le rebranding de l'ensemble du groupe va permettre d'adresser le marché US et probablement à terme le reste des continents. Donc le M&A est souvent la première clé, la première pierre pour une internationalisation accélérée. Kinomap, qui fait l'acquisition de Fit Immersion, c'est également intéressant, puisque là on est sur des briques techno complémentaires qui permettent, dans la virtualisation ou l'expérience immersive, d'avoir une offre qui est plus extensive, et qui est effectivement la traduction à la fois que Kinomap a ce pouvoir d'attraction de ses concurrents, et peut ou va devenir le leader incontesté du fitness immersif dans le vélo, dans d'autres sports, et c'est effectivement un très beau symbole pour la tech française et pour la sport tech française en particulier. Merci beaucoup Stéphane. Gilles, pour poursuivre avec notamment quelques tendances. Oui, effectivement, quelques tendances. On voit que les tendances qui émergent aujourd'hui, finalement, sont des tendances assez anciennes. La France a toujours été une terre de tradition et d'innovation dans le sport. On prend par exemple les premiers jeux, on va dire les championnats du monde avec les jeux de en 1740, des marques iconiques comme Lacoste, Decathlon, qui ont commencé effectivement, on va dire, en tant que petite entreprise qu'on pourrait qualifier de start-up, et aussi toujours un impact de l'innovation d'un point de vue sociétal. On voit le développement, tout ce qui est industrie du vélo, des casques, etc. On a des entreprises qui se positionnent vraiment sur l'impact sociétal. Je prends l'exemple d'ADN Group, qui recycle une partie des skis jetés pour justement dans un cadre d'écosystème responsable. Et puis on intervient aussi, notamment, je prends l'exemple de Touch2See,
qui a été présenté pour Paris 2024 et qui a permis en fait aux malvoyants de pouvoir participer et de pouvoir en tout cas bénéficier du spectacle des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc tradition et justement ces challenges qu'on a connus depuis longtemps, le slide suivant, nous amène à différentes tendances parce que le marché a évolué. On voit qu'on a un marché qui est vraiment maintenant très porté par le digital, avec de gros enjeux de monétisation. Il y a de plus en plus de compétition. On voit avec, dans tous les sports, le foot, le tennis, la Formule 1, la multiplication des compétitions. Donc il y a un vrai enjeu pour attirer et fidéliser les fans dans ce contexte d'offres, je dirais, presque de surdemande. Donc même aussi au niveau si on prend tout ce qui est plateforme de streaming, il y en a de plus en plus. Donc voilà, comment rester et comment attirer ces fans. Et c'est là qu'on voit que nous, en France, avec ces startups, on a quand même des belles pépites. On prend Sorar, par exemple, que tout le monde connaît, Skill Corner, donc là, pour tout ce qui est captation de la data, pour scouting et recrutement de joueurs, et aussi WizEvents, sur toute la partie billetterie en mode SaaS, qui sont des applications qui répondent à ces enjeux actuels de forte digitalisation et de compétition qui se développent. Après, qui dit nouveau trend, peut-être nouvelle tendance, pardon, et aussi peut-être nouveaux risques. Et là, c'est vrai qu'il y a aussi des enjeux tech. On doit se dire comment consolider ça, comment s'assurer que nos services fonctionnent. Donc, des enjeux de scaling, des enjeux de développement de produits, et qui amènent des réflexions sur l'IA. Quand on regarde aujourd'hui sur la Sportech, 70% des startups de la Sportech utilisent l'IA. Certaines, vraiment, c'est leur cœur de métier, d'autres un peu moins. On voit une tendance qui évolue très favorablement sur l'IA, avec des belles structures très pilotées par l'IA, Ochi, pour tout ce qui est analyse des vidéos de la posture de course, qui est aussi une startup qui s'est bien développée dernièrement, Nouvency, pour tout ce qui est captation vidéo et qui utilise l'IA aussi pour toutes ces dynamiques. Et aussi Diptimize, qui est une analyse de vidéos, je dirais, un peu plus transverse. Donc un gros effort a été fait. Donc on voit les enjeux actuels quand on parle de cloud, pour s'assurer que s'il y a des pics de charge, on puisse vraiment bouger l'activité de nos startups. Il y a pour être plus innovant, plus rapide. Donc c'est les tendances qui se développent au sein de la Sportech. On voit que tout cet écosystème, effectivement, aussi fait partie d'un plus grand écosystème, à la fois avec la Sportech, les fédérations et autres. On voit de plus en plus d'acteurs de la tech aussi qui se positionnent sur ces enjeux-là, donc la AWS, les Google, les Snowflake et autres, qui se positionnent un peu sur ces dynamiques-là pour nous aider à créer des startups de demain. Merci beaucoup. N'hésitez donc pas à télécharger l'étude complète. C'était juste un petit résumé. Il y a notamment beaucoup de choses sur l'investissement des athlètes, donc des champions dans les startups. Beaucoup de belles choses. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la Sportech ou le site de Deloitte aussi. Effectivement, on est disponible sur le site de Deloitte ou de la Sportech. Puis au plaisir pour accompagner le mouvement sportif avec la Sportech et avec tous les acteurs au sein de la salle. Et on espère continuer longtemps avec Deloitte. Merci beaucoup Stéphane et Gilles. Et on a pas mal parlé de licorne, donc c'est l'occasion d'écouter quelles sont les news chez Sora. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Jennifer Douard, directeur of Global Public Policy and Corporate, et Adrien Crestet, directeur légal et business affaires de Sora. Bonjour à tous. Bon, comment ça va, Jen? Ça va, Adrien, on est venu parler de Sora. On est extrêmement honorés d'être reçus ici à la Fédération française de foot. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, de nous accueillir. C'est pour des fans de foot un moment assez impressionnant de se retrouver sur cette scène. Un autre grand merci à la Sportech de nous mettre en avant, parce que c'est bien d'être une locomotive, mais quand il n'y a pas de wagon, ça ne sert pas à grand chose. Donc Jacques, je sais que tu as eu à cœur de mettre ce train en marche. Je voulais te faire un merci tout particulier et tout personnel. Tu es un homme avec des grandes qualités humaines, un vrai leader, et je pense que si la Sportech est là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à toi et à tes équipes. Un grand merci. Et puis avant de vous parler de Sorar, peut-être aussi les excuses de notre président et cofondateur Nicolas Julia, qui aurait adoré être avec vous aujourd'hui, qui a juste envoyé 2 pâles copies sur scène. Mais on va essayer de vous donner un peu de visibilité sur notre feuille de route
et en quoi, en effet, on est une belle illustration de tous les chiffres qui viennent de nous être présentés par nos amis de Deloitte. Je crois que c'est un moment assez excitant en ce moment chez Sorare, Adrien, parce que on prépare le lancement de la nouvelle saison de foot en particulier. Donc si vous ouvrez les portes du bureau climatisé de Sorare, vous avez des ingénieurs qui travaillent sur le mode de jeu, vous avez des designers qui sont en train de penser à des nouvelles cartes encore plus à même d'exciter les fans. Et le lancement, je crois que c'est le 17 juillet pour la Jupiler League, qui, si je ne dis pas de bêtises, est un des premiers partenariats que nous avons conclus. Et c'est un peu sous cet angle-là qu'on voulait vous parler de Sorare, c'est quels sont les partenariats qu'on a conclus, comment on a réussi à créer cette belle histoire et qui fait de nous aujourd'hui un des acteurs clés du financement du sport. Adrien, la Jupiler League, c'est quoi? C'est 2019? Ouais, 2019. C'est le premier grand partenaire que Sorare a eu la chance de signer, les premiers qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance, parce que comme tu le disais, c'est la première ligue qu'on va lancer cet été avec les nouvelles cartes, les nouvelles compétitions dès la mi-juillet. Et évidemment, il y a eu un effet domino grâce à ce premier deal qu'on a signé avec la Jupiler League en 2019. Donc c'était vraiment le tout début de Sorare. S'en est suivi de nombreux partenariats avec plein de clubs français. On a travaillé avec la 3F également, donc ça me fait aussi penser à ça d'être ici, évidemment. Et on a aussi ouvert un peu nos chakras vers d'autres sports. On a signé avec la NBA, on a signé avec la MLB. Donc vraiment, Sorare, c'est une accumulation de partenariats depuis 2019. On continue à travailler au quotidien avec chacun d'entre eux. Je vois quelques têtes que je reconnais de certains clubs français avec lesquels on continue de travailler. Et effectivement, là, on est en plein crunch time, comme on dit dans la Startup Nation qu'est la France, pour préparer le lancement de la nouvelle saison, les nouvelles cartes, toujours main dans la main avec nos partenaires qui sont très nombreux. On a à peu près 300 partenaires entre clubs, ligues et aussi athlètes avec lesquels on travaille. Donc on fait vraiment partie de cet écosystème Sportech et sportif. Ça me fait penser aux propos du président Diallo tout à l'heure, où effectivement Sorare se veut comme une brique additionnelle aux revenus classiques, comme les droits télé, effectivement, qui ont subi pas mal d'événements ces dernières années, notamment en France. Et nous, on veut vraiment s'inscrire dans ce cercle vertueux en apportant une brique en plus, des nouvelles expériences et vraiment de l'innovation. Ça, c'est un point qui est vraiment super important. Adrien, tu mentionnes 300 partenaires. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné dans l'histoire de Sorare, c'est qu'en effet, on a besoin d'IP pour émettre ces fameuses cartes, hein, ces autocollants Panini 3.0, puisqu'on est un membre de la Sportech, parce que non seulement on cible les fans de sport, mais aussi parce qu'on a recours à la technologie blockchain. Mais en fait, en 2019, on signe la Jupiler League. En 2022-23, on a la première ligue. C'est quoi la force de traction de Sorare entre 2019-2022 pour signer les plus gros clubs, ligues, en particulier dans le foot, mais pas que? Je crois que c'est un seul mot, et c'est celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'innovation, tout simplement. C'est un nouveau marché qui a été créé effectivement au tout début des années 2020 par Sorare, avec ce mix entre cette nouvelle technologie qu'est la blockchain, mais aussi des modes de jeu qui sont fun autour du fantasy gaming. Donc tout ça, c'est l'innovation. Donc ça, c'est vraiment la promesse d'origine. Évidemment, il y a un aspect business, c'est celui dont je viens de parler, c'est ajouter une brique en plus dans les revenus, la diversification des revenus pour les partenaires de ligues sportives, de clubs ou même d'athlètes. Et puis finalement, il y a aussi une nouvelle audience qui est accessible pour justement ces clubs, ces ligues qui cherchent à démultiplier leurs fans, aller les chercher dans d'autres secteurs. Effectivement, d'avoir ce positionnement innovant, technologie, blockchain, c'est aussi rapprocher une communauté de fans qui est très engagée, mais aussi qui a parfois un peu du mal à s'identifier directement dans des activités ou dans des mécanismes proches de leur club ou de leur ligue dont ils sont absolument fans. Donc là, il y a une vraie proximité, il y a l'aspect collection, on est toujours ravis de collectionner ces cartes tous les ans, et un aspect communautaire et gaming qui permet effectivement d'offrir une nouvelle type d'activité et d'engagement des fans avec leur club favori et leur ligue favorite. Voilà, c'est un peu ça. Et pour décrocher aussi les deals que nos deux co-founders ont été négociés en 2019 jusqu'à 2022, il a fallu en effet se financer. C'est pour ça qu'on voyait les levées de fonds. C'était intéressant de revenir un peu en arrière, de voir le montant de ces levées
À l'époque, j'imagine que l'argument financier aussi, ça a été très important pour être market taker à ce moment-là. Le marché aujourd'hui, il est un peu différent. On a beaucoup entendu parler de maturité dans l'étude de Deloitte, et je crois qu'on s'inscrit vraiment dans cette tendance-là. Pour Sorar, aujourd'hui, je crois que c'est un nouveau cycle avec des objectifs très clairs et deux moyens d'y parvenir. Les partenariats en sont un, et tu y reviendras. Un objectif très clair, c'est viser la rentabilité à 12-18 mois. Et pour ce faire, il y a deux axes stratégiques. Le premier, c'est de revoir notre structure de revenus, comment on gagne de l'argent. Et je vais y revenir dans un moment. Et le second, c'est bien sûr de revoir notre structure de coûts. Et ça a été bien sûr tout ton travail de renégociation, Adrien, vis-à-vis de nos partenaires, et tu en diras un mot. Juste sur le modèle d'affaires, c'est-à-dire comment on se réinvente au cours de l'histoire pour être capable de générer des revenus de manière pérenne et donc de viser la rentabilité. Nous, on l'a fait l'année dernière, c'est pour ça que 2024-2025, c'est une année pivot pour Sorar, avec un changement de notre modèle de jeu, avec ce qu'on appelle le mode in-season, c'est-à-dire qu'on va émettre des cartes à chaque nouvelle saison. Et ces cartes vont avoir une utilité particulière dans le jeu pour cette saison-là, ce qui va nécessairement pousser l'utilisateur et le joueur à racheter des cartes. Donc ça, c'est l'idée d'avoir de la visibilité, de la pérennisation sur nos sources de revenus. On a aussi travaillé sur l'aspect collection des cartes, c'est-à-dire qu'elles ont une utilité pour une saison donnée dans des compétitions données, mais elles ont aussi une valeur de collection. Donc comment on améliore aussi cette valeur de collection, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Le gameplay aussi, c'est-à-dire le mode de jeu, en quoi le jeu est plus enthousiasmant, engage encore plus les fans. L'aspect collection, on l'a travaillé aussi avec des cartes Legion qui sont diffusées, émises à des moments particuliers. Je pense par exemple à la victoire du PSG, Ligue des Champions. On a fait des cartes qui ont très bien marché. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir une saisonnalité plus forte pour avoir une visibilité sur notre structure de revenus et atteindre cet objectif de rentabilité sur une durée à moyen terme. Et puis l'autre point, Adrien, mais je te laisse nous en parler, ça a été la renégociation de tous ces deals dont on a parlé, qui ont été conclus entre 2019 et 2023, pour la faire courte. En fait, tu les as renégociés, là, ces 12 derniers mois. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Non, ça a été un long process, effectivement. C'est très intéressant en fait d'avoir vu cet extrait de l'étude de Deloitte. Ils nous ont un peu spoilé tout ce qui s'est passé chez Sorar. En fait, c'est peut-être la trajectoire qui a été montrée dans ces slides, les différents diagrammes, reflète beaucoup ce qui s'est passé chez Sorar. Effectivement, on a tous entendu parler de la très grande levée de fonds de fin 2021, etc. Le changement de marché sur celui qui était celui des NFT, du fantasy gaming. Et donc du coup, il a fallu, à un moment donné, revoir notre modèle d'affaires, c'est ce que tu viens d'expliquer, mais aussi revoir notre modèle de coût. Et notre coût principal, comme j'expliquais un petit peu avant, c'est effectivement les partenariats qu'on signe pour des droits de propriété intellectuelle, les droits à l'image auprès de clubs, de ligues, d'athlètes. Et effectivement, quand on arrive en 2021, 2022, où on arrive sur un nouveau marché où il y a beaucoup de concurrence, il fallait faire de très gros investissements pour convaincre ces partenaires-là. Il y avait l'aspect innovation, effectivement, il y avait l'aspect financier et cette nouvelle brique de revenus pour ces partenaires-là. La méthode, en fait, elle a été assez simple. Il faut être transparent. Je pense que le respect, la façon dont on travaille en confiance avec nos partenaires, ça a porté ses fruits. Expliquer l'évolution du marché, expliquer les innovations sur le gameplay, sur le business model, en fait, en toute transparence avec nos partenaires, ils ont compris. Ils nous font confiance, ils ont continué à nous faire confiance. On vient de finaliser un grand cycle de renouvellement de nos partenariats avec beaucoup de clubs. On a quasiment tous les clubs majeurs en France. Peut-être bientôt des très grandes annonces avec une très grande ligue. Bon, j'en dirai pas plus aujourd'hui, mais voilà, plein de choses qui se passent très bien. Donc la transparence, ça a été vraiment un élément très important. Toujours mettre l'accent sur l'innovation, montrer qu'on, malgré les challenges, on allait toujours plus loin dans l'aspect collection, des nouveaux designs, aller beaucoup plus loin aussi dans le gameplay, dans le côté interactif, l'engagement des fans sur plein de modes de jeu, l'aspect communautaire. Aujourd'hui, Sorar, c'est quand même une base d'utilisateurs de 5 millions. Donc cet aspect-là aussi est très intéressant pour les partenaires. Et puis quand il y avait des conversations un petit peu plus compliquées, la confiance aussi, ça se traduisait par potentiellement avoir des investissements des partenaires au capital de Sorar, donc les intéresser vraiment sur le long cours. Ça a été un des leviers qui a été utilisé à cette occasion-là. Divisé par combien les coûts, Adrien ? Beaucoup.
beaucoup. Ok, peut-être un mot de fin pour pas trop vous embêter. Je crois qu'on a beaucoup cité des grands noms, la Première Ligue, des grands clubs français. Je pense que Sorare aussi a à cœur, et Amélie de Castéra le disait, d'être présent sur toute la chaîne de valeur du sport, et notamment le sport amateur. Je pense que c'est quelque chose qui tient aussi beaucoup à cœur à nos cofondateurs. Et le financement du sport amateur, c'est aussi un vrai sujet. On a lancé, on en est très fiers, une initiative qui s'appelle les cartes en main, où on a sélectionné des clubs amateurs pour financer leur équipement sportif. Je crois que c'est aussi... on a un rôle sociétal très fort à jouer en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que secteur. Et c'est quelque chose qui me semble pertinent de dire aujourd'hui. Et puis, j'ai envie de dire more to come, rester connecté aux nouvelles. En tout cas, pour Sorare, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à la rentrée avec des belles initiatives et des belles annonces. Je vous remercie pour votre écoute et puis à la disposition pour échanger plus tard autour d'un verre. Merci beaucoup. Merci à tous. 5 ans dans les métiers du sport, je peux l'attester, c'est un milieu qui est extrêmement masculin, effectivement. Ça s'atteste pas que par mes témoignages, mais aussi par des chiffres. On a 35% des métiers seulement du sport qui sont occupés par des femmes, et encore beaucoup moins dans les postes de direction. On a seulement 19 des 119 fédérations françaises nationales qui sont fédérations sportives nationales qui sont présidées par des femmes, et on a 85% des startups du sport qui n'ont pas aucune femme fondatrice ou dirigeante. Donc la question qu'on se pose avec ce guide, c'est pourquoi les femmes ne sont pas là, pourquoi elles peinent à y entrer, et quand elles y sont, pourquoi est-ce qu'elles peinent à y rester. Oui, merci Camille. Alors, peux-tu nous expliquer l'ambition du guide ? Le guide, il a été imaginé pour être un outil pratique, un outil d'action. Donc on a bien sûr posé un constat, posé un enjeu, parce que dans tous les cas, il faut une prise de conscience pour pouvoir agir. Mais juste après, ce qu'on va poser, c'est surtout des solutions. On va s'adresser à toutes les personnes, et quand je dis personnes, ça va être femmes, hommes, managers, collègues, enseignants, coachs, amis même, qui sont désireuses d'agir pour féminiser les métiers du sport, mais aussi les entreprises, les institutions. Ces personnes qui ne savent pas forcément par où commencer, qui ne savent pas forcément si elles peuvent le faire, et si oui, comment. Et comment s'est déroulé le processus de création? Alors, tu as coordonné un travail immense avec un test qu'il a démarré. Comment ça s'est déroulé? Voilà, tout ce processus. Peux-tu nous l'expliquer? Avec plaisir. En fait, ça a commencé avec un événement le 2 décembre 2024 sur la place des femmes dans les métiers du sport. C'était un événement qu'on avait organisé avec Willa et Paris & Co, donc, et la Sportec. Une table ronde, des ateliers en intelligence collective, 120 participants et participantes, et on a énormément travaillé à trouver justement ces solutions. Et puis ensuite, était venu le temps de compiler un petit peu tout ça, d'écrire dans le marbre ces solutions. Et là, on s'est appuyé à la fois sur la restitution de cet événement, mais aussi sur le témoignage de contributrices et de contributeurs, que je remercie d'ailleurs infiniment pour leur disponibilité, pour leur vision et pour les échanges qu'on a eus, qui étaient très souvent forts et même parfois très émouvants. Et on s'est aussi basé sur des rapports, sur des études à la fois françaises et étrangères, donc ça a été un gros boulot de compilation de tout ça. Et puisque je ne sais pas si j'aurai le temps plus tard, j'aimerais bien aussi continuer dans les remerciements sur toutes les personnes de la Sportec qui m'ont accompagnée, de la Sportec de manière générale, qui m'ont laissé complètement libre sur tous ces sujets depuis le début, et la confiance aveugle qu'ils ont eue en moi. Et j'aimerais les citer, donc je les ai quand même notés pour oublier personne. Donc, pour les citer, mais j'en oublie peut-être: Éléonore, Marie, Corentin, Claire, Jules, Jacques, bien sûr, toi, et tout le bureau qui ont soutenu le projet. Et j'aimerais aussi remercier pour son édito, mais aussi pour ces mots de tout à l'heure, Amélie Oudéa-Castéra, qui est malheureusement partie. Ça m'a énormément touchée. Je suis hyper heureuse qu'elle soit aussi investie dans les sujets de féminisation des métiers, et j'ai hâte qu'on puisse travailler main dans la main avec le CNESF. J'ai fini par les remercier. Vous allez pouvoir télécharger, enfin, il est tout frais, il va y avoir un QR code, je crois, tout à l'heure, où on va pouvoir télécharger. Voilà, vous pouvez flasher, comme ça vous pourrez télécharger le guide, on a quelques versions imprimées, mais pas trop, parce qu'on fait quand même attention au papier. Alors, en quelques mots, on ne va pas lire le guide, parce que, encore une fois, c'est un travail
remarquable. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce guide? Quelles sont les thématiques abordées, Camille? Il y a 3 thématiques principales. Le guide il se construit autour de 3 piliers. Le premier pilier, ça va être susciter des vocations. Le deuxième, ça va être transformer les organisations et les institutions pour les rendre plus inclusives. Et le troisième pilier, c'est outiller les femmes tout au long de leur carrière. Dans le premier pilier, susciter des vocations, ça passe par 2 choses. Ça passe par l'éducation des enfants. Parce qu'en fait, quand on regarde que les personnes qui travaillent dans les métiers du sport, en fait, sont des pratiquants de sport à la base, ben, ça veut dire qu'il faut inciter les filles et les jeunes filles à pratiquer du sport dès leur enfance. Et ça, c'est tout un stéréotype qu'il faut déconstruire dès le début de la vie. Dans susciter des vocations, il y a aussi créer des rôles modèles, donc visibiliser les femmes, les rendre plus visibles dans les médias, dans les entreprises, sur les réseaux, parce que plus on va avoir de femmes, bien sûr, plus ça deviendra la norme, et plus et ben en fait, ça va inciter et ça va donner envie aux générations actuelles et futures de se lancer aussi. Le deuxième pilier, ça va être transformer les organisations, donc les entreprises. Là, on va rentrer vraiment au cœur des entreprises et on va parler de recrutement, on va parler d'évaluation, de repenser les critères de performance, on va parler aussi de quotas. Il y a énormément de matières, de fiches pratiques, etc. Donc vous allez voir vraiment, n'hésitez pas à au moins le feuilleter sur des parties qui peuvent vous intéresser vous directement. Et le troisième pilier, ça va être outiller les femmes elles-mêmes, outiller à travers le mentorat, à travers la formation. Et on parle aussi des hommes alliés, c'est important ce soir d'en parler, des hommes alliés, comment est-ce qu'ils peuvent agir au jour le jour, dans la réunion de demain matin par exemple, et ça, c'est page 58 si jamais vous voulez aller voir dans le métro demain matin. Vous pouvez. Page 58, dernière question, Camille. Donc la suite, là, après la sortie de ce document, je pense qu'on se pose tous la question, comment on peut être utile, c'est quoi en sortant de cette réunion? Le guide, il va sortir demain. On a des bonnes pistes de diffusion à grande échelle du guide, parce qu'en fait, c'est ça qui va être très important, c'est de le diffuser très largement. On a aussi des pistes d'action, du coup, avec des institutions pour travailler vraiment concrètement sur la féminisation des métiers. Mais on va aussi avoir besoin de vous, bien sûr, pour, en prendre connaissance, 2, le partager. Moi, pendant toute l'écriture du livre, et c'est ce que je dis pendant l'édito, je me suis toujours dit, si chaque personne qui lit ce livre en prend même une solution, l'applique, ou même en parle, ou même l'évoque au cours de la pause déj, en fait, on aura déjà réussi un grand pari. Et on vous invite, du coup, demain, on va communiquer sur le sujet, à repartager au maximum ce guide. C'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes et tous un rôle à jouer. Donc la suite, c'est vraiment tous ensemble. Merci, bravo pour ce programme. Ça marche, le micro? Bon, bonsoir à tous. Merci pour la transition des micros et merci Camille énormément et Christophe aussi pour ce que tu as dit et tous tes mots, c'est aussi exceptionnel. Je vais appeler sur scène aujourd'hui Hugo Bordigoni qui est le CEO de Skill Corner et Vignesh, tu m'excuseras Vignesh, je ne sais pas où tu es, Jayat pour l'AS Monaco. Je donne le petit truc magique pour passer les slides parce que c'est un métier assez particulier que tu fais et que tu vas nous présenter. Donc merci à tous les deux d'être ici. Les premières questions, les premières choses qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est l'impact ou ce qui peut se passer dans le recrutement, comment on va recruter des joueurs. J'ai envie de dire, Skill Corner, tout le monde connaît. Ce qu'on connaît moins de l'histoire, enfin pour ceux qui sont intéressés à cette partie-là, ce qu'on connaît moins, c'est la capacité aussi de Skill Corner à avoir été résilient, je trouve, moi qui connais un peu ton parcours, à avoir fait les pivots nécessaires. Et pour toutes les startups qui sont là, c'est pas que les levées de fonds, c'est aussi cette capacité à remettre ça en question. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que vous faites chez Skill Corner? Ouais. Merci beaucoup Cindy pour l'introduction. Merci Vignesh d'être sur scène avec moi ici. Pour la petite histoire, Vignesh nous a pas mal aidé en tant que consultant il y a 3-4 ans. À ce moment-là, il ne parlait pas du tout français.
Et là, quand on a parlé de monter sur scène, il a dit non, je le fais en français. Et il est assez impressionnant. Pour Skill Corner, très rapidement, on est donc une start-up de la Sporttech. On a créé la société il y a 10 ans. On est deux cofondateurs. On est un fournisseur de data de performance dans le sport professionnel. On a développé une technologie qui nous permet de collecter de la donnée sportive à partir de n'importe quelle vidéo de match. Donc on n'est pas obligé d'installer des capteurs sur les joueurs, on n'est pas obligé d'installer des caméras dans les stades. On utilise n'importe quoi, par exemple le flux télé que vous voyez quand vous regardez un match de foot à la télé. Juste à partir de ça, on est capable de collecter énormément d'informations sur les joueurs et on valorise toutes ces datas, toutes ces informations essentiellement auprès des clubs dans le football, mais aussi depuis 3-4 ans dans le basket et dans le foot américain. Je sais pas si ça va se lancer. Oui, tout le monde le voit à gauche, à droite. Ah ok. Ouais. Je sais pas si vous voyez la vidéo ou pas. Non, ça se lance pas. Ouais, n'importe. Du coup, pour très rapidement sur Skill Corner, là vous voyez un flux télé. On va être capable de détecter les joueurs, de les reconnaître, de savoir exactement où est-ce qu'ils sont positionnés. Et donc tout ça, ça nous apporte des millions de points de données par match qu'on valorise après auprès des clubs pour les aider à prendre de meilleures décisions, que ce soit sur des problématiques de recrutement, d'analyser leur propre match, de préparer de la meilleure façon leur prochain match en analysant leurs adversaires, et depuis peu aussi sur le développement de leurs jeunes joueurs et de l'académie. Merci beaucoup en tout cas Hugo. Ce qui est intéressant, c'est que le métier que tu as permis de développer, c'est le métier qu'exerce aujourd'hui Vignesh au sein de l'AS Monaco. Pas que, parce que quand on regarde un peu ton parcours, tu as pu être coach, tu connais le terrain, tu as travaillé dans beaucoup de clubs européens. Et donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment toi, finalement, tu as découvert Skill Corner, au-delà de travailler, ou comment un club peut découvrir Skill Corner, et comment il le met en place dans un club, et à quoi ça lui sert au quotidien. En fait, en 2015, vous avez commencé en 2015. À l'époque, il n'y avait pas de données sur les joueurs, à part de jouer dans un championnat. Donc, pour chercher les joueurs, il faudra avoir des données techniques, physiques. Et c'est comme ça moi j'ai découvert Skill Corner et j'ai aussi bossé avec Hugo pendant 6 mois avant que j'ai commencé à travailler à Rennes. Donc, comment on utilise Skill Corner, c'est en fait dans le processus de recrutement, on cherche des joueurs et Skill Corner nous aide à profiler les joueurs, donner un profil pour chaque poste. Ça veut dire si on cherche un ailier, on peut chercher avec les données de Skill Corner, surtout avec quelques variables qu'on choisit basées sur notre style de jeu. C'est très intéressant. Et du coup, vous avez mis en place toute cette pipeline-là, vous avez beaucoup de ligues aujourd'hui, en tout cas beaucoup de contrats qui vous permettent, parce qu'il y a aussi ce problème d'acquisition des droits, pas tout le monde a le droit de prendre une vidéo, de traiter ses données et de les revendre. Donc aujourd'hui, Skill Corner, c'est combien de personnes qui t'aident à faire tout ça, c'est combien de chiffre d'affaires et votre rayonnance aussi à l'international qui est très intéressante. Ouais, tu as commencé en parlant un peu de notre résilience. En effet, on a créé la société il y a 10 ans. On a eu en gros deux phases principales. Les 5 premières années qui ont consisté en grande partie à développer la technologie et aussi à arriver à comprendre quelle était... On avait cette vision technologique plus qu'une vision de marché. Et donc on a passé beaucoup de temps à comprendre qui allait être intéressé par cette donnée et à un peu trouver notre product market fit. Et finalement, on l'a trouvé autour de 2020. Et donc, on a cette deuxième phase de Skill Corner où sur les 5 dernières années, on a pas mal grossi. Aujourd'hui, on est à peu près 90 salariés chez Skill Corner. On travaille avec plus de 250 clubs. On travaille à peu près avec tous les plus grands clubs européens dans le foot. Mais on se développe aussi dans les sports américains. Donc, on travaille avec des équipes de NFL. On travaille avec 6 équipes de NBA, plus la NBA elle-même.
On a été globalement, en effet, on n'a pas trop fait le mode des grandes levées de fonds, pas forcément par choix, mais aussi parce qu'on n'arrivait pas à convaincre ces investisseurs. À part quelques-uns, il y en a un dans la salle, Bruno de Seventure. Donc on a été accompagné assez tôt par Seventure, qui nous a beaucoup aidé. On a aussi été accompagné par la NBA un peu plus tard. Et voilà, on en est là. On fait un peu plus de 10 millions d'euros de revenus récurrents maintenant, et avec encore une belle croissance. Une très belle réussite de la Sportec, comme l'a dit le président de la fédération tout à l'heure, comme l'a rappelé aussi notre ancienne ministre. Vignèche, finalement, dans un club, il y a beaucoup d'outils. Il n'y a pas que Skill Corner. Ce qui est intéressant dans le process, pour le rappeler à tout le monde, c'est que finalement, quand on recherche un joueur, dans cette quantité de données, il y en a qui sont importantes. D'autres fournisseurs de données donnent des données plus objectives, les passes, etc., les expected goals. Et toi, c'est très centré sur la donnée fitness, qui est très rare, qui est très complexe à aller chercher. Avec la vidéo, c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas ces technologies-là, quelque chose qui est extraordinaire technologiquement. Et c'est pour ça que vous avez réussi aussi à passer les frontières. Est-ce qu'une fois que tu as identifié ces talents, qu'est-ce qui se passe dans le club? Est-ce qu'il y a d'autres projets complémentaires, une autre organisation? Qu'est-ce que fait un scout une fois qu'il a cette information, qu'il a retrouvé un joueur, qu'il a trouvé un joueur? Ok, il y avait beaucoup de questions. Ouais. Je la fais en simple. J'ai identifié un joueur en recherchant sur Skill Corner. Il correspond aux caractéristiques physiques. Qu'est-ce que j'en fais? En fait, c'est pas que le recrutement. Le cycle d'un joueur, il commence quand on recrute un joueur jusqu'à ce qu'il parte. Et pendant cette période, on utilise les données de Skill Corner pour le côté et aussi d'autres outils comme celui de OVH pour le recrutement et les données de technique, vraiment technique, parce qu'un joueur, il court pendant 87 minutes dans un match. Ça veut dire qu'il a le ballon pour 3 minutes. Donc, la prise de décision, c'est vraiment important dans les 3 minutes. Qu'est-ce qu'il fait avec le ballon? Donc ça, c'est vraiment les données techniques. On utilise, on a beaucoup d'actions, passes, conduite de balle, des tirs, et aussi avec les données physiques. Maintenant, je sais que Hugo, il va vous parler sur les types de courses, parce que, comme je vous ai dit, chaque semaine, 7 minutes de temps, les joueurs, ils courent. Donc, comment ils courent? Est-ce qu'ils courent intelligemment? Est-ce qu'ils aident l'équipe pour venir dans les bonnes positions, dans le dernier tir, pour marquer des buts? Donc, dans la totalité, ça nous aide dans le recrutement, performance et aussi dans l'analyse du jeu. Merci beaucoup. J'ai peut-être une dernière question, s'il me reste un petit peu de temps, ou pas. Je te la pose et tu me réponds oui, non. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde amateur, dans les 5 prochaines années, va pouvoir bénéficier de ce que vous savez faire chez Skill Corner? Ouais, moi il y a une grosse compétition entre les capteurs et d'un côté et la vidéo. Moi je crois beaucoup à la vidéo aussi comme un produit de démocratisation pour le monde amateur, parce qu'on voit que tous ces amateurs commencent à filmer leur propre match parce qu'ils ont envie de regarder leur match, regarder leur highlight, et donc la brique assez immédiate, on va dire, ça va être aussi de plugger de la data pour que ces joueurs amateurs aient le même type d'information que tous les professionnels. On va pouvoir créer une très grosse boîte tous ensemble, je crois. Merci beaucoup. Merci. J'appelle Claire. Merci Cindy, merci à tous les deux. Alors, vous le voyez venir. On repart sur une session de pitch. Donc l'idée, ça va être encore pour supporter nos pitchers de faire le jingle move dès qu'ils montent. Il y en aura 3. Donc la première, je ne sais pas si vous parlez souvent d'impact, et c'est mieux de le mesurer et de l'activer. Et donc voici une start-up qui vous donne de l'oxygène dans vos engagements. Et donc j'ai le plaisir d'appeler Nathalie Lennon-Zimmermann, la DG de Oxygène Solutions.
bonsoir à toutes et tous. Je suis donc effectivement Nathalie Nenondi-Norman. Je suis CEO et lead founders d'Oxygène Solutions. Paris 2024 nous a démontré qu'un événement majeur pouvait innover, mais surtout opérer de façon durable, positive et financièrement soutenable en mettant la RSE au cœur de sa stratégie. Maintenant que ça a été démontré, comment on fait pour le mettre à l'échelle? C'est là qu'on intervient. Oxygène Solutions, c'est la plateforme RSE dédiée aux acteurs du sport et de l'événementiel. Notre outil, il est simple, il est évolutif, il est conforme aux évolutions réglementaires. Il permet de mesurer et il permet de valoriser les engagements RSE. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui nous rend unique? Ce qui nous rend unique, c'est notre capacité à produire automatiquement des reportings et des plans d'action qui sont personnalisés en direction des membres du COMEX pour agir de manière extrêmement concrète et en adéquation avec les objectifs de développement de l'entreprise. Nous venons donc en renfort des cabinets de conseil pour enrichir leurs recommandations et aider les décideurs à passer à l'action concrètement. Aujourd'hui, nous cherchons à nouer des alliances stratégiques avec des cabinets de conseil qui veulent investir dans notre solution pour accompagner durablement leurs clients. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous démarquer pour durer? On se rencontre quand vous voulez. Merci beaucoup Nathalie, et je souhaiterais aussi dire que c'est notre nouvelle secrétaire générale de la Sportec, donc on peut l'applaudir. Et c'est ça de Nathalie Paquet qu'on remercie infiniment. Deuxième pitch, alors il y a des millions de fans, il y a des milliers d'entreprises, il y a des milliers d'athlètes, et il y a énormément de possibilités de collaboration entre eux. Et comment choisir ces collaborations, comment les faire? Eh bien, j'ai un petit spoiler, on a une super start-up qui sait faire. Et donc, j'ai le plaisir, en jingle move, en bougeant, d'accueillir Quentin Rouxel, le CEO de Victory. Merci Claire. Pour la transition aussi, parce qu'en fait, on veut être chez Victory, on veut être le skip corner du sponsoring sportif. En 2024, le sponsoring sportif, c'est 114 milliards de dollars et ça va continuer à croître. Mais c'est un marché qui est encore arriéré, qui est opaque, qui est de plus en plus fragmenté et qui utilise le réseau, voire le copinage et des fichiers Excel. C'est pour ça qu'on a lancé Victory pour redéfinir le sponsoring sportif grâce à la smart data et à l'IA. Notre technologie aujourd'hui nous permet de scanner et de scorer des athlètes partout dans le monde pour répondre à des enjeux stratégiques des marques. On a dernièrement aidé une marque à recruter 8 athlètes sur 3 continents pour être l'image d'un programme sur le Women Empowerment. Donc c'est aussi un sujet de société qui est ultra important. Aujourd'hui, on a validé un besoin du marché et on recherche 500 000 € pour pouvoir développer et lancer une plateforme SaaS à destination des Sports Marketing Agencies, à destination des marques et des annonceurs en Europe pour devenir le leader du marché et atteindre un ARR de 10 millions d'euros en 2030. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Quentin. Et notre dernière pitcheuse, alors c'est... Je sais pas si vous avez déjà posé la question le matin, demain je me mettrai au sport ou je le ferai après-demain. Eh bien écoutez, cette fois-ci vous n'allez pas le remettre à demain. Et on a une start-up qui vous permet en fait tout simplement de transformer votre canapé en zone de performance. Donc j'ai le plaisir pour le dernier jingle move de la soirée. Alors j'espère que tout le monde va se lever. C'est la dernière, on en profite. On accueille Kirsty Hood, la directrice générale de Deezer. Je suis sûre d'avoir faire sur scène avec toi.
plutôt de FizzUp Business, parce que FizzUp existe depuis bien longtemps, et je veux plutôt dévoiler les secrets de FizzUp qui a fait notre succès auprès du grand public depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, intégrer du sport dans une offre santé ou bien-être est assez compliqué, c'est un vrai défi. Il faut créer des contenus de qualité, il faut créer des contenus engageants, il faut les faire vivre dans le temps, il faut les personnaliser. Et ça demande du temps, des compétences et une vraie expertise. Avec FizzUp Business, vous avez décidé de tout dévoiler, tout montrer de ce qu'on a su faire depuis 10 ans. 10 ans d'expérience, 7 millions d'inscrits et surtout un moteur unique capable de prédire la capacité à l'effort d'une personne et d'adapter ses entraînements en conséquence. Avec notre nouvelle solution, vous pouvez brancher notre SDK et notre API sur votre plateforme. Vous accédez à plus de 2000 exercices en vidéo et en plusieurs langues. Vous créez vos propres séances adaptées à la cible sportive ou cible en activité physique adaptée pour aller jusqu'aux personnes les plus fragilisées. Ou vous pouvez tout nous laisser gérer avec notre solution en marque blanche. Donc FizzUp Business, c'est la solution le plus rapide d'intégrer d'activité physique dans votre offre. Donc si ça vous intéresse, venez me parler. Merci beaucoup. Merci à toutes ces entrepreneurs, tous ces entrepreneurs qui nous ont passionnés avec leur pitch. La dernière table ronde qui vous sépare de l'apéritif, c'est toujours la plus dure, que j'ai la chance d'animer. Je vais appeler Pierre Husson de Rematch, Ali Khalef et César Scarabudino de la Fédération Française de Football. On les applaudit s'il vous plaît. Ceux qui sont debout, là, il y a des places partout devant, si vous voulez vous asseoir. Vous voulez vous asseoir, là. Ils sont fatigués, là, Greg et compagnie, je sais que vous êtes des sportifs, mais quand même, vous pouvez vous asseoir. Les micros sont quelque part, là par terre, regarde. Magnifique. Encore un petit peu d'exercice physique. Voilà, on change de place. Donc on va parler d'une collaboration réussie entre une fédération, un équipementier et une start-up du collectif Partec. Et donc nous avons ici Pierre Husson, je te laisse te présenter. Ouais, mais déjà c'est un honneur d'être ici, merci beaucoup Jacques. C'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être appelé par le sélectionneur de l'équipe de France ici, voilà, avec mon beau niveau en départemental 2. En tout cas pour me présenter, donc, je suis Pierre Husson, le CEO et cofondateur de Rematch, la plateforme vidéo du sport amateur. Je vais la présenter plus en détail. On s'est créé en 2017 du côté de Bordeaux. Je parlais de Bordeaux tout à l'heure, les Girondins. Et aujourd'hui, on est une équipe de plus de 20 personnes et dans 2 ans, en fait, nos 8 ans. Donc voilà, on est très fiers de ça. Alors, on a aussi César Scarabudino. Je te laisse te présenter, vas-y. Oui, alors moi, je travaille au service marketing de la fédération et je travaille principalement sur les sujets de marque, de promotion, donc du football amateur aux équipes de France. Dans l'équipe de l'excellent François Vasseur. Et on a Ali Khalef. Bonsoir à tous. Donc Ali, chef de projet marketing digital, et je m'occupe de tout ce qui va être produits digitaux, donc site web, application mobile, grand public, et de la même manière au sein de la direction marketing. Parfait. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pierre, vas-y, Rematch. Oui, c'est vrai que je suis un peu moins connu que Nike ou que la FFF, donc ce que je vous propose, c'est de faire une petite séance de rappel de ce qu'est Rematch et de comment ça marche. Le besoin, comme je vous l'ai dit, il a toujours été, l'objectif surtout, c'est de mettre en lumière le sport amateur. Tout le sport qui n'est pas diffusé, c'est notre objectif, c'est d'en faire la promotion. Tout ça grâce aux gens qui sont au bord des terrains, parce que l'idée, elle vient vraiment des terrains de district, où avec mes potes, on voyait des gens filmer autour des terrains et on voyait jamais les vidéos. Et donc on s'est dit, on va créer une plateforme, une appli qui permettra à ces gens de filmer avec Rematch et de pouvoir centraliser tous ces highlights. Donc je sais pas Jacques si on peut mettre la petite vidéo qui va présenter donc l'utilisation de Rematch. On va se mettre dans la peau du Rematcher. J'ai entendu plusieurs fois des mots-clés comme des bénévoles, des gens qui font vivre le sport amateur, mais on va se mettre dans la peau de Robert, bénévole de l'Abred Football Club. La première étape, ça va être de trouver son match. On va y revenir grâce à un système de géolocalisation qu'on a mis en place avec la FFF. Donc le choc du week-end entre l'Abred et Sestas. Et donc là, Robert, il va juste avoir besoin de cadrer avec son smartphone, d'attendre qu'il se passe quelque chose et d'appuyer sur le bouton but à la fin de l'action. Et l'application va remonter le temps de 15 secondes pour immortaliser le highlight. Je passe les détails techniques, mais on a des briques d'intelligence artificielle notamment qui viennent habiller la vidéo, réaliser un montage automatique et instantané de tous ces highlights. L'objectif, c'est de pouvoir retrouver la bonne vidéo au bon endroit, comme ici par exemple sur la TV du club de l'Abred, à laquelle on peut s'abonner, être notifié le dimanche à 15h quand son club préféré marque un but. Et bien sûr, vous l'avez compris, la base de Rematch, c'est ce côté plateforme de partage où on peut partager à ses proches, à son entourage ou sur la page Facebook du club les meilleurs moments du sport et notamment du foot amateur ici. A noter que Rematch est une start-up bordelaise
Donc pour une fois qu'on a une équipe à Bordeaux qui joue en Ligue 1, on est content. Alors Ali, comment naît cette collaboration entre la FED dans les KPIs? Ouais, pas de soucis. Je termine et après je te laisserai la parole Ali sur les KPIs. C'est vrai qu'on a commencé depuis du côté de Bordeaux en 2017. Si on est bon, avant la fin de l'année 2025, on fêtera le milliard de vues sur des vidéos de sport amateur. Donc on est très fiers de ce KPIs au travers de plus de 4 millions de highlights. Donc 4 millions de fois où des gens appuient sur le bouton but, essai, panier par exemple. Donc voilà, après il faudrait qu'au niveau de la couverture des clubs, on est aussi très puissant. Et la communauté se rapproche gentiment du million de personnes aussi. Donc Ali, je repose la question, cette collaboration, elle naît comment entre la FFF et le match? En fait, elle naît du besoin d'enrichir nos produits, notamment site web et application mobile. FFF.fr, l'application mobile MyFFF, qui sont deux assets très importants pour nous et pour toute notre communauté du football amateur. Et donc on avait besoin d'enrichir ces fiches de match, ces feuilles de match qui présentaient des infos plutôt austères. Et donc justement, avec tout le travail de matching entre la géoloc et les vidéos qui sont postées sur l'application Rematch et toutes les données que l'on a justement de données GPS autour de nos stades, de nos matchs, de nos équipes, de nos championnats, ça nous a permis voilà, de tout bien faire coïncider afin de pouvoir derrière afficher directement sur nos sites et applications les meilleures actions, tous les résumés, tout ce que Pierre vient de nous montrer à destination de l'ensemble de notre communauté football amateur. Alors Pierre, on travaille avec une grosse fédération. Est-ce que c'est vraiment dur d'arriver à travailler avec une fédération qui est aussi grande, aussi impressionnante? Comment ça se passe concrètement? La question piège. Non, en fait, c'était hyper naturel. C'est vrai que, comme je le disais, on s'est lancé en 2017, on a lancé le service officiellement en 2019. Et à partir de 2022, la collaboration a commencé. Je ne sais pas si tu peux montrer, on a une petite vidéo qui illustre bien la collaboration en tant que telle, où en fait on a réussi à créer le parcours parfait d'un licencié qui a joué son match le dimanche, encore une fois très souvent à 15h, et qui va pouvoir retrouver directement les highlights sur sa feuille de match. Si tu as vu, il y a la petite vidéo. Donc en fait on a joué un petit peu sur le lancement de l'application MyFFF de la FFF en se disant de manière instantanée, tous les licenciés, tous les fans peuvent retrouver les résultats, les classements, etc. Il manquait juste les vidéos rematch. Et grâce à cette synchronisation d'API, etc., on a pu faire en sorte que dès qu'une vidéo est filmée avec Rematch, elle remonte au bon endroit. Et on a certaines journées de départemental 4 où on a un multiplex où on peut retrouver tous les highlights filmés en Alsace, en départemental 4. Alors Ali, moi j'ai une question parce que ce matin on a été invité à l'Assemblée nationale dans un comité parlementaire. Et il y a une question qui est venue, c'est pourquoi des grosses structures comme la FFF a besoin d'une start-up comme Rematch pour aider à son développement? Tout simplement parce qu'on a tous les jours besoin d'engager nos communautés. Et un produit comme Rematch nous a permis de pouvoir aller toucher les licenciés, peu importe leur niveau, peu importe leur catégorie d'âge, et surtout de leur permettre d'avoir la possibilité de se voir au sein de nos produits. C'est comme ça vraiment qu'on arrive à créer de l'engagement. Ça nous a permis de couvrir 11 000 matchs cette saison. C'est encore un chiffre sur lequel on a des progrès à faire. Et surtout, ça nous a permis également de pouvoir proposer d'enrichir notre expérience utilisateur au sein de l'application, puisqu'on est venu intégrer par exemple un feed vertical qui nous permet de pouvoir afficher les meilleures actions au sein de la France entière, de pouvoir vraiment mettre en avant, mettre en valeur les clubs amateurs. Et nous, côté FFF, sur la partie produit, ça nous a permis de multiplier par 3 le temps passé au sein de la section vidéo de notre application MyFFF. Donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Et ça va même au-delà de ça, puisqu'on va pouvoir également fournir du contenu pour nos équipes de social media. On va être dans l'UGC, le User Generated Content, puisqu'on va aller récupérer ces vidéos, ces meilleurs moments, et vraiment leur donner une exposition nationale. Magnifique, très très clair, bravo. Et puis il y a un acteur qui s'invite dans la danse, dans ce tripartite comme on dit, c'est Nike. Alors pourquoi Nike d'un coup entre dans la danse? César, explique-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Oui, effectivement, la dernière brique de notre collaboration, ça a été d'intégrer Nike, qui avait, comme nous, en fait, cet enjeu de créer du lien avec le monde amateur, de leur apporter un service autour d'un outil, une plateforme qui s'appelle footamateur.fff.fr,
qu'ils ont lancé en collaboration avec la FFF il y a 5 ans. Et cette plateforme, en fait, elle permet au club de venir s'équiper en produits Nike avec des tarifs préférentiels très avantageux. C'est aussi un outil sur lequel les clubs peuvent créer leur propre boutique en ligne, donc personnaliser leurs produits et vendre directement des produits à leurs licenciés, à leurs supporters, à leur écosystème. Et c'est aussi un outil à travers lequel nous, on remet aussi des dotations aux clubs. Donc c'est sur cet outil qu'ils vont pouvoir venir récupérer les dotations. C'est une plateforme qui a été lancée il y a 5 ans, qui s'adresse aussi aux licenciés et qui aujourd'hui, on a 95% des clubs qui ont un compte dessus et un club sur 2 amateur qui a créé sa boutique. Donc c'est un outil qui commence bien à s'installer. Néanmoins, Nike avait quand même besoin de continuer à créer du lien avec le football amateur, notamment de faire vivre cette plateforme en dehors des gros temps forts, des reprises de championnat, où on se rééquipe, etc. Et donc, assez naturellement, on a pensé à les associer à Rematch. Et donc pour eux, l'enjeu, c'est de créer ce lien avec le monde amateur, de générer du trafic, de la visibilité, et surtout de la préférence de marque en montrant qu'ils sont proches du monde amateur. Voilà. Et donc, la collaboration qu'on a mise en place, c'est Nike met à disposition des dotations aux top rematchers, aux top clubs, donc c'est-à-dire les acteurs qui génèrent le plus de vues, qui publient le plus de vidéos, reçoivent des dotations de la part de Nike. Et nous, ça nous permet également de générer beaucoup de contenu vidéo, de sortir des tops mensuels, voilà, et donc de créer du contenu pour nos réseaux sociaux, pour nos bases CRM. Et puis il y a une dernière activation qu'on a mise également en place avec Nike. Il faut qu'on passe le slide, j'appuie, ça marche pas. Je vais l'expliquer. En fait, voilà, les clubs peuvent s'équiper sur la plateforme et en affichant Rematch comme sponsor sur leur maillot, bénéficier de remises financières assez importantes, assez significatives. Et donc on avait pour cette première année mis 5000 maillots à disposition, 5000 flocages qui sont partis en quelques jours. Donc, voilà, donc on va sûrement augmenter ce volume la saison prochaine. Un grand merci, vas-y. Un dernier petit mot vraiment pour remercier à la fois Ali, César et l'ensemble des équipes de la FFF, de Nike aussi, à Adam qui n'a pas pu être présent. Et vraiment, on a réussi à faire quelque chose d'incroyable pour tous ces gens, tous ces passionnés, tous ces bénévoles, parfois qu'on sous-estime un petit peu, pour lesquels on sous-estime l'importance du temps qu'ils passent pour permettre à nous, les fans, à nos enfants de faire 40 km pour aller jouer au foot. Parfois on l'oublie, ils coupent les oranges, ils lèvent les maillots, etc. Et c'est grâce à ça que finalement, pour terminer là-dessus, il y a des gens qui sont sélectionnés en équipe de France. Donc voilà, merci d'avoir permis ça, merci de nous aider à équiper et de mettre en lumière le foot et le sport amateur en général. Merci. Merci à tous les trois. On va poser l'image, vous pouvez laisser le micro comme vous voulez. Je vais rappeler Sébastien Bécard sur scène, s'il vous plaît. Il est là. On va vous présenter le nouveau bureau de la Sportec qui a été élu juste avant, en Assemblée Générale. Ça doit être le slide après, si tout va bien. On est vraiment très très proche de la fin, je vous rassure. On a pris un tout petit peu de retard, mais pas tant que ça. C'est le nouveau bureau. Ils sont partis avec les micros. Tiens. Merci beaucoup. Donc on va appeler Camille Yamar, Manita, Christophe Carniel, Gogo, Nathalie Nénon-Zimmermann qu'on a vu tout à l'heure, secrétaire générale, Oxygène Solutions, pardon, Arthur Chazelle, Touch to See, on en a parlé tout à l'heure aussi, Antoine Pirovano de Victimize, Cindy, qui était là à l'ancien bureau My Coach, Marianne Bini pour Aoma, Karim Mounassib, Camouve, Romain Lauvergnat de Stadium Go pour le sport et l'environnement, Édouard Desmet pour la communication, comme l'année dernière, et François Singer pour le sport et territoire. Voilà, donc on peut les applaudir. On fera une jolie photo de ce nouveau bureau qui sera à votre service pour la prochaine année, la prochaine saison sportive. Une belle représentativité des territoires, des différents métiers de la Sportec. Bravo à tous, bon courage, vous allez vous régaler. Merci beaucoup. Alors, on voulait repartir, on a un petit mot pour les partenaires parce qu'on voulait le faire au début.
On n'a pas forcément eu le temps. Il y a beaucoup de gens qu'on voudrait remercier. Il y en a dont on a déjà parlé, mais il y en a des nouveaux, et notamment le cabinet d'avocats BCTG. Il y a François l'Hospitalier qui est dans la salle. J'aimerais les remercier énormément de leur confiance. On peut les applaudir, c'est grâce à eux qu'on est là. Et puis la Fondation du sport français qui nous aide également. Je crois que Charlotte est également dans la salle. Et puis voilà, une équipe qui se structure, on en a parlé, ils ont été là sur scène avec nous, mais évidemment, on ne serait pas là sans Claire, Jules et Corentin, donc on peut leur réserver un tonnerre d'applaudissements. Je vais dire un mot parce que vous avez vu pendant toute la soirée le logo du Paris Football Club, c'est pas par hasard. Fabrice Hérault, le directeur général, n'a pas pu être présent, et donc il m'a demandé de lire un message pour expliquer son soutien à la Sportec. Évidemment, on remercie de notre côté le PFC pour son soutien et sa compréhension d'un enjeu clé. Le sport et la tech ne peuvent plus être des mondes séparés. La performance, l'expérience fan, la data, l'impact sociétal, tout converge. Et c'est en connectant les acteurs du terrain à ceux de l'innovation que naîtront les solutions les plus puissantes. Le football, à l'énergie, la passion, l'ancrage populaire, à la Sportec, à la capacité d'accélérer, d'optimiser, de transformer. Ensemble, ils peuvent coder un avenir plus fort, plus intelligent, plus inclusif. Voilà, donc merci au PFC. J'aurais presque pu écrire ces lignes, d'avoir compris que c'est très important de faire partie des deux mondes et de créer des ponts. On est évidemment super content de voir qu'un club qui monte en Ligue 1, qui va venir un peu gratouiller le PSG dans quelques années pour aller gagner plein de Ligues des Champions, et apporter des nouvelles étoiles à la France, même si les premiers c'était plutôt à Marseille, mais bon voilà, c'est placé. Donc effectivement, un grand merci au Paris Football Club de cette générosité. C'est le moment où on conclut. Vous me connaissez, moi j'aime bien finir par des petites citations. Ça fait 2 ans que j'ai eu la chance de pouvoir travailler à la Sportec. Je suis très heureux de passer le flambeau à Sébastien. Je ne vais pas faire un long discours parce que voilà, je suis un peu ému quand même. C'est 2 années très importantes de ma vie. Pour ceux qui me connaissent un peu, il y a eu des passages dans des clubs professionnels qui sont plus ou moins bien placés. Il y en a un d'ailleurs qui après mon passage, a carrément connu le pire, les Girondins de Bordeaux. Il y en a un autre qui a connu le meilleur, puisque l'UBB est maintenant champion d'Europe. On ne parlera pas du top 14, évidemment, sinon les Toulousains vont être un petit peu trop contents. Mais bref, le football d'abord, évidemment, on a Emma et Antoine qui sont là aujourd'hui. Pendant 4 ans, a été un moment très important de ma vie. Sylvain, mon associé, m'a permis de découvrir cet univers il y a à peu près 3 ans. Et c'est vrai que j'ai rencontré énormément de gens de qualité, les membres de la Sportec, les entrepreneurs, les entrepreneuses, mais aussi tous nos partenaires au sens large. Donc aujourd'hui dans la salle, je vois surtout des amis, et je voulais vous lire cette phrase que j'ai lue dans un livre de Charles Pépin. Pour participer à cette création continue d'imprévisibles nouveautés, il nous faut toutefois être capable, à notre échelle, d'une vie créative, de se soustraire à la facilité de la répétition, de faire de la place à la nouveauté. Alors nous sentirons en nous, au corps même de notre personnalité, se déployer cette force de vie qui cherche toujours à se réinventer, à dépasser ce qui l'entrave. Je crois que la Sportec, c'est ça, c'est dépasser le quotidien, dépasser la simplicité qui est de refaire toujours les mêmes choses, c'est aller chercher des idées ailleurs, même quand c'est difficile, même quand il n'y a plus de cash dans les caisses, même quand on a des partenaires qui se défilent. On a aujourd'hui dans la salle des militants de la seule société qui peut nous survivre, c'est-à-dire une société où le sport fait nation, où le sport rassemble les gens, et je suis sûr que tous ensemble, on va y arriver, et sous la houlette de Sébastien, avec encore plus de facilité. Merci à tous. Je sais que tu aimes les citations. L'année dernière, tu nous avais sorti Gentil Gana, et je tenais à rester dans le domaine du foot. Et Guy Roux avait dit le compliment diminue l'homme. Donc je voudrais te dire que ne compte absolument pas sur moi pour te dire que tu as un vrai talent de leader d'équipe. Tu as emmené la Sportec très haut. Je suis très heureux de reprendre. Avec ce bureau, on va faire de belles choses, j'en suis certain. Et on a une petite surprise pour toi, pour te remercier de ces 2 années. Est-ce que, Claire, tu peux monter ?
Alors, on aurait bien aimé, mais on a fait encore mieux que le maillot du PSG, même si tu sais que ça me tient à cœur le maillot du PSG, mais je sais que ça aurait été trop compliqué pour toi. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais supporté qui, l'Inter de Milan ou le PSG? Je vais pas t'embarrasser. On a un magnifique cadeau. J'ai dit que l'équipe du PSG était pas clivante cette année et que c'était difficile de ne pas aimer les joueurs qui composaient l'équipe. De là à le supporter, quand même, faut pas que... Donc je pense que ça vient de la marque Alquier, Claire Allard, qui n'est pas là ce soir, qui a créé une marque de vêtements plutôt pour les sportives, mais sans doute pour les sportifs aussi, on verra. Donc on est dans le thème. J'ouvre le maillot. Donc si vous ne savez pas où acheter vos prochains maillots, vous êtes sur alquier.com ou .fr. En tout cas, à l'aube de l'Euro féminin qui démarre dans quelques jours. Il y a une petite caisse à toi. Voilà. Alors par contre, si je me permets, le numéro 10, ne testez pas sur le terrain, ça donnerait plutôt 4 ou 5. Mais voilà, ça me touche beaucoup, c'est très sympa. Et c'est un très beau maillot Alquier, je le porterai avec fierté sur les terrains de Bordeaux ou d'ailleurs. Merci beaucoup.